Bonjour à tous, salut aux traders, investisseurs et autres curieux de la finance. Aujourd'hui, on va changer un peu le format des vidéos. D'abord parce que je suis en vacances et que là, en fait, pendant que je vous parle, je suis en train de dormir. Et ensuite aussi parce que je vais quand même pas vous laisser tout seul, sans nouvelles, sans ma présence pendant une semaine, vu que cette semaine, les Morning Bull Live seront un peu absents. Sur ce, on va donc essayer de parler d'autres choses et surtout sur ce que tout le monde redoute, ce qui fait fantasmer le monde, l'imaginaire collectif. Non, c'est pas les impôts, désolé, c'est les crashs boursiers. Alors vous savez, ces moments où les marchés passent de « on va devenir très très riche » à « oh putain, on va tous mourir ». Voici donc 5 des plus gros crashs boursiers de l'histoire et spoiler alerte, j'en ai vécu 4 sur 5 en live et en couleur et spoiler alerte encore, je suis toujours vivant. Et les marchés sont quand même au plus haut de tous les temps à l'heure où je vous parle. On commence donc tout de suite avec le crash de 1929. Imaginez, on est en 1929, la vie est belle, les voitures sont toutes carrées et elles ont des phares ronds, tout le monde s'habille super classe et personne ne porte des joggings, les smartphones n'existent pas et tout le monde pense que les actions ne peuvent que monter. Ça vous rappelle pas quelque chose? Les smartphones en plus et le fait qu'on ne sait plus s'habiller comme les gars de 1930. Et puis, kaboum, le jeudi noir, c'était la fête jusqu'à que la musique s'arrête, mais que là, il n'y a pas de chaise pour tout le monde et qu'il n'y a carrément plus de chaise du tout. Résultat, les banques qui ferment, les gens qui paniquent, une crise mondiale et une récession dantesque pour les années à venir. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci Wall Street. Et la question qu'on se pose toujours dans ces moments-là, mais pourquoi? C'est assez simple et tristement courant. Tout d'abord, les actions étaient complètement surévaluées, tout le monde achetait à crédit, et quand la confiance s'est évaporée, c'est devenu tout simplement la panique. Les ventes massives ont entraîné un effondrement brutal des marchés, et là, ça vous rappelle toujours pas quelque chose? C'est un peu comme si tout le monde avait acheté de la crypto à 60 000 € en pensant que ça allait monter à 1 million et que finalement, on se rend compte que Bernie Madoff s'est barré avec la caisse. Bon, jusque-là, ça va pour vous? Alors on enchaîne sur le crash suivant, celui de 1987, le premier que j'ai vécu pour de vrai. 1987, c'est la décennie des costards croisés. Michael Jackson chantait I'm Bad, L'Arme Fatale sortait au cinéma, moi j'étais déjà trop vieux pour ces conneries. I'm too old for this shit. Et les ordinateurs étaient gigantesques de largeur et de profondeur. Mais un beau lundi d'octobre, les actions ont décidé de se suicider. 22% en une journée, c'est comme si les marchés avaient dit bon là on va passer directement du lundi au vendredi et la semaine est finie. Donc question éternelle, mais pourquoi? C'est comme d'habitude, c'est assez simple, les crashs sont toujours très simples. C'était même carrément les prémices de l'intelligence artificielle. Des programmes de trading automatique codés avec les pieds qui se sont mis ensemble pour accélérer les ventes, créant un effet domino qui a amplifié la panique. Les marchés n'étaient pas prêts pour une telle réaction en chaîne. Mais alors, pas prêts du tout, les stop-loss automatiques n'existaient pas, les stop trading ont été inventés après et Gordon Gekko chantait déjà Greed is good. En fait, les bourses électroniques faisaient leur début et les traders de l'époque ont dû se dire tout simplement « Ah, c'était donc ça le bouton pour tout vendre? Oups !» I did it again. Et moi, j'étais déjà dans le monde bancaire et les clients frappaient aux vitres de la banque avec leurs mains pour qu'on leur rende leur argent. Et je vous assure, c'est du vécu. Avec le troisième crash de cette liste, on se rapproche de notre époque. En l'an 2000, nous avons survécu au bug de l'an 2000 justement, mais on ne survivra pas à la bulle internet de cette année-là. Alors bon, oui, on a survécu parce que sinon je ne serais pas là pour vous en parler, mais je me suis pris des claques qui auraient largement pu me tuer. Ah, les années 2000, les gens pensaient qu'acheter des actions qui se terminaient par .com allait faire d'eux des millionnaires en une nuit, peut-être en 2 nuits pour les plus patients. Sauf que le problème en l'an 2000, c'est que beaucoup de ces entreprises n'avaient même pas de business plan. Changer le nom de la boîte pour le même nom avec un .com derrière faisait déjà monter le titre de 400%, ce qui était largement suffisant. C'est un peu comme si vous annonciez que votre société allait investir dans l'intelligence artificielle en 2024. Mais revenons en l'an 2000, alors que tous les business models étaient dans la nature, j'avais même investi dans une boîte qui vendait des boîtes de petits pois par correspondance, et ça s'appelait Peapod.com. Et puis un jour de printemps, alors que mon prof de golf se mettait au trading, parce que c'était quand même trop facile, la bourse, tout s'est effondré, laissant des millions d'investisseurs totalement hébétés en mode mais attendez, comment ça se fait que ce site de livraison de pizza génial, de livraison de pizza par pigeon voyageur n'a pas fonctionné? Pourtant ça s'appelait flyingpizza.com. Mais encore une fois, pourquoi? Encore une fois,
L'explication est très simple. L'explosion des startups Internet a créé une bulle spéculative. Quand nous sommes rendus compte que les entreprises n'ont pas généré de profits réels, les investisseurs ont paniqué et ont vendu en masse, ne laissant que quelques survivants au milieu des débris fumants de Wall Street. La bulle Internet, c'est un peu comme si tu investis dans une crypto qui a un logo de chien comme symbole et que tu apprennes que fondamentalement, ça vaut strictement que dalle. Aux surprises. Les années passent et nous arrivons en 2008. Alors là, c'est une autre histoire. En 2008, c'est là que ça devient vraiment sérieux. En ce temps-là, les banques prêtaient à tout le monde pour acheter des maisons, même aux chiens de la famille et même si vous n'aviez pas de chien. Tout allait d'ailleurs plutôt bien jusqu'à que tout le monde se rende compte que c'était une énorme bulle, encore une fois, et les crédits étaient adossés à du vent et même le vent avait été vendu à crédit. Les banques ont donc fait faillite, Lehman Brothers en tête, et les marchés se sont effondrés. Et on a tous appris un nouveau mot, subprime. Alors là, je fais une pause afin de ne pas vous laisser dans le doute. Je vais vous expliquer ce que sont les subprimes en moins d'une minute et sans que vous vous endormiez à ma troisième phrase. Vous êtes prêts? Les subprimes, c'est un peu comme si les banques avaient décidé de prêter de l'argent à n'importe qui, voire même à votre poisson rouge. En gros, dans les années 2000, elles ont commencé à filer des prêts immobiliers à des gens qui n'avaient pas vraiment les moyens de les rembourser. Genre, tu veux acheter une maison? Pas de problème. Prends ce prêt, même si tu gagnes à peine de quoi te payer un McDo. Mais alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les banques faisaient ça? Parce qu'elles espéraient que les prix des maisons allaient continuer de monter et monter encore. Comme ça, et si les emprunteurs ne pouvaient plus payer, elles récupéreraient une maison encore plus chère qu'au départ. Et bam, bénéfice, à coup sûr. Ce qui est assez logique et ce qui nous ramène au concept du greed is good. Sauf qu'elles ont un peu trop joué avec le feu et à la fin, elles se sont brûlées. En 2008, tout s'est effondré, les gens ont arrêté de payer et des milliers de maisons se sont retrouvées sur le marché et bam, les prix se sont écroulés. En résumé, les subprimes sont des prêts foireux distribués avec la générosité d'un Père Noël complètement bourré et quand ça a mal tourné, ça a entraîné la pire crise financière depuis la Grande Dépression. Une Grande Dépression qui avait commencé avec celui de 1929, de crash. Voilà, c'est une belle leçon sur pourquoi il vaut mieux réfléchir avant de prêter à un poisson rouge. On ne va pas chercher plus loin la raison, disons que tout le système a pété un câble et que les banquiers ont fait n'importe quoi jusqu'à que ça se voie un peu trop. La crise des subprimes a mis tout le monde dans une merde noire, les banques ont fait faillite, les banquiers qui ont fait n'importe quoi, même s'ils ont retrouvé du boulot direct derrière avec un parachute doré, se sont fait virer, et les gens qui avaient acheté des maisons sans avoir le premier dollar pour acheter les maisons ont tout perdu, et les fund managers qui pensaient qu'ils avaient trouvé la formule magique pour gagner à tous les coups, ils se sont rendus compte que la formule magique n'existe pas en bourse. En résumé, les subprimes, c'était un doux mélange de cupidité, de mauvaise gestion des risques et de confiance aveugle dans un système qui ressemblait plus à une pyramide de cartes qu'à une forteresse. Quand la première carte est tombée, tout s'est écroulé comme un château de cartes, et le monde a découvert ce que ça faisait quand Wall Street attrapait un gros rhume, juste avant de découvrir le prochain crash de l'histoire, qui est le plus récent, le plus violent et le plus rapide de notre histoire, le crash du Covid-19. Autrement dit, le crash éclair. En 2020, vous vous souvenez, oui, vous vous souvenez, en 2020, un virus inconnu fait son apparition et les marchés ont réagi comme si on leur avait dit que toutes les pizzas du monde étaient faites avec des ananas et que Warren Buffett était une fraude. Bam! Encore, les bourses se sont effondrées à la vitesse d'un pangolin au galop et croyez-moi, ça court super vite un pangolin. Mais heureusement, la chute n'a pas duré longtemps et les marchés se sont remis en forme plus vite qu'un marathonien sous stéroïdes. La raison de la chute est assez simple, l'incertitude autour du virus a déclenché une panique mondiale, poussant les investisseurs à vendre massivement. Les confinements ont amplifié l'effet, stoppant de nombreuses activités économiques. Ça peut paraître terriblement chiant comme définition, et c'était effectivement très chiant à vivre en réalité. C'était comme si la bourse avait eu une crise d'asthme, et puis s'était fait un shot d'adrénaline juste après. Avec le recul, aujourd'hui, quand on regarde le trou de la crise du Covid, on a l'impression qu'il ne s'est presque rien passé, sauf des montagnes de déficits dans les gouvernements et une inflation galopante qui s'est comportée comme un Covid long, et dont on vient tout juste de guérir. Voilà les amis, 5 grands moments où les marchés se sont pris les pieds dans le tapis et se sont cassés les dents sur le comptoir. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le recul, on aura au moins appris. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le recul, on aura au moins appris une chose, c'est qu'à la fin, les marchés remontent toujours et que c'est toujours les bulls qui gagnent. Alors qu'est-ce qu'on a appris à votre avis? D'abord, il faut diversifier vos investissements, garder la tête froide et surtout ne mettez pas tout sur des pigeons voyageurs et des pizzas en même temps.
Et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter éventuellement. Ça m'aidera à pas faire faillite, comme en 1929. Voilà, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo éducative, un Morning Bull Live ou un Swiss Bliss, peu importe. Soyez forts et surtout, voyez loin. Bye bye.